Salut à toutes et à tous, bienvenue dans One and Done, votre podcast draft et NCA pour le site Dunk Hebdo. C'est Alan au micro, je suis très heureux de vous retrouver après ces 2 petites semaines d'absence. Et avec moi cette semaine, il est de retour en fait. Après une saison NCA où il a vibré, je pense. Il a vécu une belle saison avec une fin malheureusement. C'est Max qui gère le compte Duke France. Comment ça Salut va, Max? Alan, ça va très bien. Ça va très bien malgré cette fin un petit peu en autre Un peu boudin. morose, c'est ça. Bon, t'as quand même vécu Mais une effectivement, saison, j'oublie pas la qualité de la saison et c'est vrai que c'est ça. la qualité des prospects nous a vraiment tenus en haleine. Donc C'est ça. Et c'est en gros un petit peu pour ça que t'es là cette semaine, Max, parce qu'on va parler avec toi de deux des trois meilleurs prospects de Duke cette année et de cette draft. On parlera pas de Zion, on va garder un peu Zion pour un petit peu début juin, tu vois, quand la draft vraiment arrivera. On n'est pas dans la recherche de clics, mais c'était un petit peu ce qu'on et puis essaye après c'est vrai de que faire non, ici, mais c'est compliqué, il faut un petit peu diluer peut-être les scouting reports. un petit peu dilué, c'est ça. Et puis surtout, on a quand même un gros programme cette semaine avec comme je dis, deux des trois meilleurs prospects de Duke et deux des trois meilleurs prospects de la draft. Ça témoigne de la qualité de la classe de recrutement de Duke l'année dernière, donc à savoir RG Barrett et Cam Reddish. Donc deux joueurs que tu as Et beaucoup heureusement, vus. pas de Trey Jones. Heureusement. Pas de Trey Jones, je sais que t'es content de ça. On en parlera sur peut-être à la Très fin, un bien. petit 5-10 minutes à peu près sur la saison prochaine de Duke. On parlera donc de Reddish, de Barrett, mais aussi voilà, de quelques autres joueurs que tu as pu voir et apprécier au sein de votre conférence, donc la CC. Euh, on peut t'appeler Monsieur ACC si tu veux. Et donc les joueurs qui ont peut-être terrorisé Duke, les joueurs contre qui ça s'est mieux passé. Donc des joueurs comme DeAndre Hunter, Nick Alexander Walker, voilà, des joueurs comme ça. Très bien. Ça te va ou pas? Excellent. Parfait. Je pense qu'on va pas perdre plus de temps. On va commencer par RG Barrett de Duke. Le profil, donc il fait 2m01, 92 kg. C'est un beau bébé RG Barrett, hein. Envergure à 2,14. On va voir que c'est important. Ça lui sert. Et donc dans mon board que j'ai publié il y a un mois, il est dans le tiers numéro 2. Donc j'avais Zion tout seul. Et puis il est dans le tiers numéro 2 avec Morant et avec Reddish. Parce que j'ai Reddish haut. Euh, Avant qu'on parle de tout ça, qu'est-ce que tu as pensé de la saison d'RG Barrett, Max, et sans peut-être faire trop long, voilà le souvenir qui te laissera à Duke. Bah déjà, un très beau souvenir parce que ça reste quand même le joueur qui a inscrit le deuxième joueur qui a inscrit le plus de points sur une saison avec Duke, derrière un certain J.J. Redick. Donc Mm. ça vous place le joueur. La qualité de sa saison, malgré tout ce qu'on a pu entendre, ça reste un joueur qui fait partie de la First Team All-American. Donc il a sorti une vraie grosse saison. Moi, ce que je retiendrai, c'est l'aspect mental de R.J. Barrett. Et c'est un peu permettre d'introduire ce scouting report. Mm. Un peu ce qu'on a appelé le Maple Mamba. Donc, ce Mamba du Canada. Un peu cette mentalité à la Kobe où clairement il a la gagne en lui et Mm. il fera tout pour aller chercher cette gagne. Il peut porter les responsabilités d'une équipe sur ses épaules. Donc, et il n'hésitera absolument pas à se mettre en avant quitte à échouer. Il a aucun Mm. problème avec ça. Il a déjà ce niveau de maturité, alors qui peut paraître un petit peu, qui peut aussi avoir un versant négatif, puisqu'on peut tendre vers une forme d'arrogance et un joueur un peu Mm. individualiste. Mais au contraire, je trouve que ça donne vraiment un joueur avec de la personnalité et tu en as besoin pour un top prospect. Tu as besoin d'avoir un joueur, puisqu'il est amené à être sélectionné haut, donc à évoluer en tant que peut-être première, deuxième option offensive d'une équipe NBA dès sa saison freshman, Mm. ou rookie, pardon. Tu as besoin d'avoir un joueur avec de la personnalité, donc qui va vraiment prendre le jeu à son compte et avoir des responsabilités offensives et de pas avoir peur de les prendre. Mm. Donc ce côté shooter, enfin ce côté scoreur complet avec une vraie mentalité de ce killer instinct qui le Mm. caractérise.
t'as prédevancé ma première question en quelque sorte. C'est parce qu'en fait, comme je te l'ai dit un petit peu avant, en aparté, moi, RG Barrett, j'ai cette impression que tout le monde le met top 3 dans ses boards, dans toutes les mock drafts, sans vraiment trop savoir quel sera son rôle ou quel sera même son poste, ce qu'il est ou ce qu'il fera en NBA, mais juste en fait parce que c'est un super prospect. C'est un super prospect dans une classe en plus assez décevante. Et c'est ce que je veux discuter avec toi pour commencer. Le concernant, en fait, c'est pas à quel poste tu le vois en NBA, mais plutôt en quel rôle. En ball handler dominant, second scoreur, troisième option. Je pense que, comme tu as dit, peut-être avec son caractère, ce sera un petit peu plus compliqué. Comment tu le vois jouer dans ses premières années dans une attaque Ouais, NBA? c'est très intéressant ce que tu me poses comme question, parce qu'honnêtement, je sais pas si j'ai la réponse. Et là, il était primary ball handler. Qu'on soit clair, c'était Ouais. lui qui avait les. Enfin, après, Trey Jones, c'était le meneur attitré, mais c'est lui qui portait l'équipe. Il a un usage rate monstrueux parce que vraiment, c'est lui qui drivait, qui shootait, qui prenait les tirs dans les moments importants. Euh, Mm. donc, c'était lui la première option offensive. En NBA, j'ai du mal tout de suite à le voir en première option offensive. Ça dépendra de l'équipe dans laquelle il tombe. On a parlé Mm. en off d'Atlanta. Tu vois, avec Atlanta, j'ai du mal à le voir porter la balle de façon dominante quand tu as un trade. Je pense pas que c'est un profil qui attire Atlanta, sauf s'il leur tombe entre les mains, là où ils sont peut-être. Tu vois. Bah, justement, je trouve que ça peut être un profil intéressant parce que c'est pas D'accord. un joueur qui va être dominant sur la balle, mais en même temps, il n'a pas une capacité encore à jouer off the ball de façon très. Enfin, on l'a pas vu vraiment jouer off the Performante, ouais. ball. Il n'a pas Mm. un shoot suffisamment développé et suffisamment fiable Mm. pour être une option offensive off the ball. Et en même temps, il a un C'est bon clair. drive qui va lui permettre en NBA avec Ah bah. du spacing, donc avec des mecs comme Trey Jones. Peut-être Kevin Werther, Trae Young. Trey Jones, Trey Young Trop évidemment. amoureux de Trae Ouais, Young, tu c'est vois, pour ça. ça me hante. Non, Trey C'est Young, ça. Kevin Werther, les Torian Prince, donc des mecs qui savent shooter. Il va avoir enfin, si jamais il venait à tomber à Atlanta, tu vois, une équipe avec du spacing, donc il va lui offrir beaucoup d'espace pour venir driver et finir près du cercle. Il a en fait, je sais pourquoi c'est un joueur top 3, mais qu'on ne voit pas comme un élite, parce qu'on a tendance Mm. à voir un petit peu dans ce type de joueur. Je vais faire une comparaison pas très opportune, mais c'est un peu ce qu'on voit avec Russell Westbrook ou avec James Harden. C'est des mecs D'accord. dont on sait qu'ils sont très très forts, mais dont on ne retient que Mm. les défauts. D'accord. Euh, Oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Surtout en ce moment. Voilà, c'est pour ça que je considère que c'est un petit peu idoine d'en parler, mais Mm. c'est pas hyper opportun comme comparaison, parce que ça n'a rien à voir comme type de joueur. Mais Non, c'est pas, comme je te disais tout à l'heure, c'est pas le joueur, c'est plus la exactement, situation. Je au trouve. niveau, C'est ça voilà, dont on donc parle. c'est un mec complet, il sait tout faire. Il sait tout faire et il peut Mm. tout faire et il peut progresser pour devenir un joueur ultra dominant. Mais Mm. à l'heure actuelle, il sait tout faire, mais pas encore tout très bien. Et, euh, D'accord. Et il a toujours ce côté mal alpha qui fait que la pièce, elle peut retomber du très bon côté. Donc, tu as un joueur qui est capable de faire un triple-double en NCAA, ce qui est très rare. Mm. Ce qui est très, très rare. Et en même temps, tu as le revers où tu as le mec qui, on en a parlé en off, contre Gonzaga, loupe 5 opportunités. Je crois que c'est 5. Ouais, au moins 4, au moins 4. Au moins 4 opportunités il est la possession dans la dernière minute où Duke a l'occasion de prendre l'avantage et qu'il gâche. Donc, C'est ça. c'est ce côté mal alpha ou d'un joueur qui est encore brouillon, qui n'est pas encore suffisamment développé dans l'intelligence de jeu, et on a tendance à retenir justement, malheureusement, un petit peu trop les faiblesses dans sa capacité justement à développer son jeu, à voir le jeu, à trouver ses partenaires, à avoir un shoot pas forcément très fiable. Euh, Mm.
Donc, c'est ce genre de joueur avec beaucoup de responsabilités offensives, c'est souvent très ambivalent. Mais en même Puis temps, c'est souvent assez facile de leur taper un peu dessus. exactement. Bah, nécessairement, c'est C'est ça. facile parce que c'est eux qui vont prendre les responsabilités. Alors, c'est eux que tu vas C'est ça. encenser dès que ça ira bien. Dès que ça marche, c'est ça. Dès que ça marche, mais dès que ça perd, c'est Le un problème peu est, plus compliqué. le problème étant juste que quand ça gagnait, bah, t'avais un autre mec à saluer avant lui. Et ça, c'est le problème avec RJ Barrett. C'est qu'il a souffert d'avoir Zion parce que c'est lui qui a eu les balles en fin de match et qui a pas forcément converti. Donc c'est lui Hmm. que tu avais tendance à critiquer. Mais en même Hmm. temps, quand Duke l'emportait et donc euh, montrait un petit peu de qualité dans ses performances, c'est Zion que tu mettais en avant. Hmm. Oui, c'est clair. Je suis d'accord avec ça. Tu parlais de son importance dans le jeu, en tant que ball handler dominant dans son année à Duke, en témoigne son usage à 32,2% et ses 24% de passes décisives quand il était sur le terrain. Ces deux stats-là qui sont vraiment mises en lien et qui montrent l'importance qu'il avait dans le jeu, dans la création pour lui, mais aussi dans la création pour les autres. Avec un personnel, comme tu dis, qui n'était pas tout le temps hyper bien adapté à ses qualités. Donc ça, c'est quelque chose à noter. Si tu regardes ses stats brutes, il a quand même une belle ligne de stats. Hein. 22,3 points, plus de 7 rebonds, plus de 4 passes, plus de 3 paires de balles, mais avec les edges importants. Des pourcentages qui sont ce qu'il vaut, mais 45% au tir sur plus de 12 tentatives, 30% à 3 points. Il en prenait pas mal. J'étais un peu surpris du volume de nombre Il a de augmenté tirs à 3 points. au fil de Et, l'année. et il était un peu obligé. Ouais, et puis il était un peu obligé, Bah voilà. parce que il y a pas beaucoup de T'avais... shooters dans cette équipe. Ce qui me fait un peu plus peur sur son tir, c'est son pourcentage au lancer franc. Je sais pas Je si suis complètement t'as le d'accord. même avis que Je moi. suis complètement d'accord. Pourcentage au Et c'est lancer franc. la crainte que je partage avec Hmm. Zion. Oui, c'est ça. Sur le pourcentage au lancer franc de Barrett, 66%. Il y a des études très intéressantes qui ont été faites sur est-ce que le pourcentage au lancer franc est pas plus indicatif que le pourcentage à 3 points au NCAA pour qualifier la qualité d'un shooter. C'est une étude très intéressante qui a été faite sur les 3-4 dernières drafts. Et donc ça peut poser un peu un souci sur son tir, même si son pourcentage à 30% à 3 points montre aussi que c'est pas non plus, comme tu as dit, un shooter Ah non, élite. non, non. Mais Euh, il a bien Vraiment progressé. pas. J'ai pas la stat sur les 2, 3 derniers mois de compétition. Dernier mois. Je l'ai pas, mais je sais que sur les matchs de conférence ACC, le pourcentage est Il est bien plus bien supérieur. supérieur et vraiment. Mm. Mais après, c'est pas un joueur qui va tirer en catch and shoot, qui va clairement. Non, Enfin, c'est un mec il va être arrêté, un peu pâteau dans sa mécanique. C'est pas Zion hein, non plus dans la, la mécanique très très lourde. très Voilà, catapult. très. Je pousse la balle et je joue Non, beaucoup sur les jambes. Mais je suis d'accord. mais il a pas, c'est pas un tir, c'est pas du tout un tir fluide, pas du tout une mécanique Non. qui est encore ajustée. Il a du Mm. taf là-dessus et donc c'est pour ça que parfois il est capable de rentrer, de faire je sais pas, un 6 sur 9 et de faire Mm. 0 sur 6 ou 0 sur 7 le lendemain. Ou un 4/17 comme contre Syracuse. Ouais, mais ça c'est un match particulier. C'est toujours particulier contre Voilà, Syracuse. La zone et Cam Reddish n'est pas là et Trey Jones se blesse, c'est exactement. pas celui-là. J'ai le souvenir de tes tweets en ce lundi soir qui avait été assez morose, on va dire. Oui, j'ai une bonne mémoire et ça je m'en rappelle. Mais après, les gens vont se demander alors, on parle d'un joueur qui potentiellement top 3 draft, qui a un shoot moyen, d'où viennent ses points? Et ben là où je suis très impressionné par lui, ces deux choses, c'est le drive et le jeu en transition. C'est ces Je deux pense, qualités. Première. on est d'accord, il est extrêmement fort dans le drive. C'est un joueur que je trouve puissant pour son âge et pour son poste. Je pense qu'il peut encore travailler le bas de son corps. Ça va se faire en NBA chez tous les jeunes pour vraiment encore gagner en puissance. Mais dans les notes que j'ai reprises pour préparer les débuts de saison, les matchs de début de saison que j'avais pu voir pour lui dès le début de saison, alors c'était Gonzaga, Indiana, Texas Tech, c'est un peu les matchs T'avais importants pas que j'ai vu vus de lui Kentucky? Mais ça on a